Maintenant la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Nous savions depuis quelque temps que le gouvernement se lancerait dans des débats idéologiques. Une différence d'opinion, Monsieur le Président, ça existe. Ce qui est cependant inquiétant, c'est le comportement du Premier ministre et de ses ministres dans des dossiers comme l'immigration, le cannabis ou les permis de taxi. Le leadership, c'est une chose, mais le refus de discuter, c'est autre chose. Monsieur le Président, nous avons eu d'autres cris du cœur, d'autres voix se sont élevées pour dénoncer ce mur dans lequel la CAQ nous dirige. Le gouvernement fait la sourde oreille à Québec au milieu des affaires qui se mobilisent. Des chicanes avec Ottawa, nous en avons eu. Nous en avons eu plusieurs sous ce gouvernement et on s'y attendait avec le passé du premier ministre. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table, à Québec qu'à Ottawa, en matière de transport, mais que le premier ministre refuse toujours de trancher et de prioriser le projet majeur pour Québec. C'est encore une fois, on voit le premier ministre se cacher derrière le gouvernement fédéral. Est-ce que le premier ministre peut mettre un terme à cette autre chicane stérile, tenir ses engagements en priorisant le projet de transport structurant de la Ville de Québec? Je vous demande d'être prudent dans les termes qui sont employés. Le mot caché est ici non permis. Alors, prudence dans les mots employés, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Le projet structurant de tramway à Québec est un projet important. C'est un projet de 3 milliards de dollars. Le gouvernement du Québec est prêt à investir 60 donc 1,8 milliard. C'est inscrit dans le budget qui a été déposé la semaine dernière. Maintenant, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral nous a proposé deux fonds. Un fonds de 5,2 milliards pour le transport en commun, puis un fonds de 1,8 milliard pour les infrastructures vertes. Actuellement, le gouvernement du Québec a plus de projets qu'1,8 milliard pour le fonds des infrastructures vertes. Par contre, il n'y a pas suffisamment de projets pour utiliser le 5,2 milliards du Fonds des transports en commun. Actuellement, le gouvernement fédéral veut qu'on utilise seulement 400 millions sur 5,2 pour Québec. C'est 7 Je pense que Québec mérite mieux que 7 du budget du transport en commun. Et j'invite le chef de l'opposition officielle à faire front commun avec le gouvernement pour exiger que le gouvernement fédéral fasse sa part dans le dossier à Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ça a toujours été la même chose. Le fédéral débloque des fonds, nous choisissons les projets porteurs qui vont en bénéficier. Il y a 5 milliards de dollars en transport en commun et, comme l'a dit le premier ministre, près de 2 milliards pour les infrastructures vertes. On ne va pas demander au fédéral quoi faire avec. C'est sa priorité. Pourquoi ne respecte-t-il pas ses propres engagements, comme celui, entre autres, d'investir 50 en transport collectif et enfin de régler le dossier Monsieur du projet le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral met en place un fonds de 5,2 milliards pour le transport en commun. Par contre, il ajoute une clause qui vient tenir compte de la taille de la population. Et en pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'à part Montréal, on n'est pas capable d'aller chercher notre part de ce budget de 5,2 milliards. C'est un problème pour la Ville de Québec, mais ça sera aussi un problème pour Gatineau, ça sera aussi un problème pour Trois-Rivières, ça sera aussi un problème pour toutes les villes du Québec. Comment le chef de l'opposition officielle peut-il accepter que le gouvernement fédéral soit prêt à dépenser 5,2 milliards, mais seulement pour Montréal? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les gens d'affaires et le milieu des affaires est clair. On ne peut pas reporter ce projet innovateur. C'est 85 des entreprises de la Ville de Québec qui seront desservies par le réseau structurant. Selon la Chambre de commerce de Québec, c'est toute la compétitivité de la région qui est en jeu. Pourquoi, lorsqu'il est question de transport collectif, c'est toujours compliqué avec la CAQ? Pourquoi sommes-nous toujours à l'ère de « on verra ». Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président,
Oui, le monde des affaires de Québec est clair. Le gouvernement du Québec est clair. Le seul qui n'est pas clair, c'est le Parti libéral puis le chef de l'opposition officielle. Je voudrais, une fois pour toutes, qu'ils nous disent. Actuellement, le gouvernement fédéral dit qu'il y a un fonds de 5,2 milliards pour financer 40 des projets. Ce fonds-là, en pratique, est utilisable seulement à Montréal. Donc, est-ce que... Je comprends que le chef du Parti libéral défend beaucoup Montréal, mais il y a des régions au Québec, il y a d'autres grandes villes au Québec. Quand le Parti libéral va-t-il se lever pour défendre les régions du Québec? Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous savez, derrière ces paroles, c'est la volonté politique du premier ministre qui fait défaut. Les citoyens l'ont constaté dans le cas des trop-perçus, l'ont constaté dans le cas des baisses d'impôts, l'ont constaté dans le cas des enfants handicapés. Et encore une fois aujourd'hui, la réalité, Monsieur le Président, c'est que dans le cas du projet structurant de notre capitale nationale, il n'y a pas de volonté politique de la part du premier ministre de régler ce dossier-là. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vois que le chef de l'opposition officielle essaie de parler d'autres sujets, essaie de changer le sujet, mais le sujet est très clair. Il y a un fonds de 5,2 milliards pour financer 40 des projets de transport en commun. Si vous faites une règle de 3, là, ça veut dire que ça prend 13 milliards de projets pour utiliser ce 5,2 milliards. Actuellement, le gouvernement fédéral dit, à cause de la population, le seul projet qui est éligible aux 40 c'est le projet de Montréal. Est-ce qu'ils trouvent ça juste? Moi, je pense que Québec a le droit à ce fonds-là. Trois-Rivières a le droit à ce fonds-là. Gatineau a le droit à ce fonds-là. Quand les libéraux vont-ils commencer à défendre les régions du Québec? Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, on a pu confirmer par l'accès à l'information l'ensemble des découvertures médicales prévues en région pendant les prochains mois. Tant en anesthésie qu'en chirurgie générale, les données sont préoccupantes. Pour la première semaine d'avril, il va y avoir en tout temps 3 ou 4 différentes découvertures. En chirurgie, uniquement des découvertures qui durent une semaine, qui durent 2 semaines. Des semaines complètes sans chirurgien en Gaspésie, à Gaspé, à Sainte-Anne-des-Monts. Des absences de chirurgien en Outaouais, à Maniwaki, à Charville. Des découvertures en Abitibi, à Val-d'Or. Des découvertures dans le bas du fleuve à l'Apocatière, encore. Et ça, c'est juste les 2 premières semaines d'avril, puis le mois de mai, ça s'annonce pas mieux. Monsieur le Président, la semaine passée, la ministre nous a dit qu'elle s'en remettait au négo entre la Fédération des médecins spécialistes et l'Association des chirurgiens pour régler l'enjeu. Un enjeu qu'à tout moment, elle peut régler elle-même et s'assurer que les services sont donnés en région, chez les citoyens. Pourquoi est-ce que la ministre laisse cette situation perdurer? Pourquoi elle n'agit pas? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je remercie mon collègue, le député de Pontiac, de me poser la question parce que ça va me permettre vraiment de clarifier la situation. Le député de Pontiac, je ne pense pas qu'il est au courant de ce qui s'est passé avec l'ancien gouvernement. Il y avait des pouvoirs conférés par la loi 130 et l'entente qui a été faite entre l'ancien gouvernement, le chef de l'opposition officielle qui a fait cette entente a suspendu les articles 11 et 48. C'est l'entente négociée par le chef de l'opposition officielle avec les médecins spécialistes, a suspendu les pouvoirs du ministre et de la ministre maintenant. Alors, quand le député de Pontiac invoque les pouvoirs de la ministre, il doit se rappeler que le chef de l'opposition officielle a négocié cette entente et a suspendu les pouvoirs conférés au ministre de l'époque et à la ministre actuellement avec les articles 11 et 48. Ces pouvoirs ont été suspendus. S'il vous plaît, on ne s'interpelle pas, on reste attentif. La seule personne qui a le droit de parole, c'est le député de Pontiac. Monsieur, votre première complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il y a une chose que la ministre ne semble pas comprendre, c'est l'urgence de la situation. La ministre ne semble pas comprendre que les soins de santé en région, c'est pas comme les soins de santé en ville. Pour tous ces citoyens-là, il n'y en a pas d'autres options, il n'y en a pas d'autres hôpitaux, il n'y en a pas d'autres médecins, il n'y en a pas d'autres services. Les citoyens en région ont droit à ces services-là. La ministre peut, et elle le sait, mettre fin aux découvertures maintenant. Qu'est-ce qu'elle attend?
Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je parlais justement récemment avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Diane Francoeur, qui, dans un esprit de collaboration avec nous, travaille avec le ministère à la signature d'une entente qui va prévenir les ruptures de services en chirurgie. Nous sommes sur le point de signer cette entente. Mais je rappelle aux députés de Pontiac que l'ancien gouvernement a suspendu les pouvoirs du ministre et de la ministre actuelle par la signature d'une entente. En terminant, le chef de l'opposition officielle, les articles 11 et 48 ont été suspendus. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac, votre attention toujours. Monsieur le Président, il est temps que la ministre se lève et défende les régions. Mais si elle tient à ce que l'accord soit négocié, d'accord. Peut-elle au moins nous assurer qu'elle a donné la directive claire que tous les établissements que j'ai nommés, Maniwaki, Gaspé, Val-d'Or, Saint-Anne-des-Monts, Shawville et Lapocatière, soient obligatoirement inclus dans une éventuelle entente? Est-ce qu'elle a au moins exigé ça? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, notre gouvernement actuellement répare le réseau. Les conséquences de ces actions qui ont été prises par l'ancien gouvernement. Nous sommes un gouvernement des régions. Nous travaillons actuellement avec les régions comme l'Outaouais, l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent et j'en passe, l'ensemble des régions. Et c'est avec la collaboration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec que nous allons parvenir à offrir l'ensemble des services de chirurgie et de médecine spécialisée à travers tout le Québec. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, Investissement Québec est une société d'État dont la mission est d'accompagner et de favoriser la croissance des entreprises québécoises. Depuis l'arrivée du gouvernement, c'est la confusion qui règne au sein de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on a annoncé une transformation, mais que tout se fait de manière cavalière. On a un PDG en poste qui n'a clairement pas l'appui du gouvernement et c'est dans les médias qu'on apprend qu'une firme de chasseurs de tête a été embauchée pour lui trouver un remplacement. C'est également dans les médias qu'on apprend le nom du nouveau PDG, Guy Leblanc, qui arriverait à la tête d'Investissement Québec. Initialement, Monsieur le Président, le PDG actuel devait quitter avec l'arrivée du nouveau PDG, mais finalement, on apprend qu'on va avoir 2 PDG en même temps et ce pendant un bon bout de temps. Il n'y a personne dans le milieu économique qui va vous dire que cette manière de procéder est élégante ou même efficace. Monsieur le Président, on n'accepterait pas une gestion de transition aussi déficiente chez Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte chez Investissement Québec? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, j'aimerais juste parler de séquence pour Investissement Québec. Effectivement, nous avons annoncé à l'automne dernier qu'on va faire une refonte majeure d'Investissement Québec. Et je pense que le gouvernement fait les choses dans l'ordre. La première chose qu'il fallait faire, c'est d'avoir les crédits appropriés du ministère des Finances et du président du Conseil du Trésor pour pouvoir avoir les outils pour travailler. Les outils étant triples, il fallait avoir le capital pour s'occuper des entreprises, il fallait avoir les crédits pour rehausser l'innovation parce qu'il y a une défaillance majeure au Québec en termes de productivité. Il fallait aussi avoir les outils pour l'international. Je suis très satisfait de constater que dans le budget, nous avons tous ces outils-là. Parallèlement à ça, nous avions un recruteur qui regardait pour les meilleures ressources que nous pourrions obtenir pour Investissement Québec, processus qui est pratiquement terminé et que je vais annoncer dans les prochaines semaines, qui va être suivi peu de semaines après avec la réforme complète d'Investissement Québec. Alors, je demanderai à la députée de Sainte-Anne et Saint-Henri de pouvoir être patiente. Nous faisons les choses dans l'ordre et bientôt la réponse aux questions. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. On peut faire les choses dans l'ordre, Monsieur le Président, sans créer de la confusion. Et Monsieur le ministre souhaite améliorer les résultats d'Investissement Québec. C'est très bien. J'aimerais lui rappeler qu'en 2017, les rendements sur les capitaux propres d'Investissement Québec étaient de 7,2 %, qu'en 2018, ils étaient de 8,2 % et que c'était 2 années records. J'anticipe que les résultats de 2019 vont également être très bons, étant donné qu'ils faisaient, ça découle de l'administration précédente. Il va en faire plus, il va en faire mieux, mais jusqu'à présent, la gestion était déficiente dans le processus et il y a énormément de confusion. Quels sont les objectifs de rendement qu'il se donne pour 2020? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Je remercie la collègue de donner ce point-là parce que, justement, le problème d'Investissement Québec, elle l'a identifié, c'est rendu une banque. Et on n'a pas besoin d'une banque. Investissement Québec doit être en complémentarité
avec la chaîne des capitaux au Québec. Il y a une déficience importante qui n'a pas été comblée depuis plusieurs années sur le capital de risque, sur l'équité. Alors, la députée de Sainte-Marie-Sainte-Anne fait référence la collègue fait référence à des rendements que quand j'étais dans une banque, on avait. Alors, elle n'a pas compris comment il faut travailler avec Investissement Québec. Et c'est justement, la performance va être réévaluée dans les prochains mois. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, je vais remercier le collègue pour ce qu'il vient de dire. Écoutez, il y a 1 milliard additionnel qu'on va donner à Investissement Québec, Monsieur le Président, avec des résultats qui ont été historiques dans les dernières années. On regarde la croissance du PIB anticipée. En 2008, on était à une croissance du PIB de 2,3 %. En 2021, on prévoit une croissance du PIB de 1,3 %. J'ai de la difficulté à suivre. Où elle est exactement la contribution d'Investissement Québec dans la réforme du ministre? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je pense que le problème fondamental que nous avons au Québec, qui persiste depuis plusieurs années, nous avons un écart de productivité, ça va du mauvais bord. Nous sommes sous-productifs par rapport à l'Ontario, nous sommes sous-productifs par rapport aux États-Unis. Le focus principal d'Investissement Québec est de favoriser l'innovation, de permettre aux PME de pouvoir accéder à des nouvelles technologies, au Manufacturing 4.0, et d'avoir les capitaux pour le faire. Alors, le rendement d'Investissement Québec n'est pas proportionnel à comment on va régler le problème de productivité. Alors, je demanderai à la collègue d'être patiente, parce que les outils d'Investissement Québec vont pouvoir corriger l'erreur de déficience que nous avons présentement au Québec avec nos PME. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a décidé d'abolir l'industrie du taxi, une industrie québécoise implantée dans toutes les régions. Les détenteurs de permis de taxi sont des entrepreneurs, des travailleurs honnêtes qui gagnent durement leur vie, qui payent leurs impôts au Québec et qui se conforment aux règles établies. Dans son projet de loi 17, la CAQ va mettre fin à cette industrie et jeter littéralement à la rue des milliers de familles québécoises. Pour nombre d'entre eux, c'est le travail de toute une vie qui part en fumée. Ces entrepreneurs se sont souvent lourdement endettés pour faire l'achat d'un permis. Plusieurs d'entre eux seront poussés à la faillite. Le gouvernement a choisi d'abolir une industrie plutôt que de la soutenir face aux défis de la modernisation. Et le gouvernement a choisi le modèle imposé par une entreprise américaine, Uber, dont les profits sont transférés aux Pays-Bas. C'est ça le nationalisme de la CAQ? Ma question est simple, Monsieur le Président. Pourquoi sacrifier des milliers de travailleurs de l'industrie du taxi du Québec Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, vous savez, je suis très sensible aux cas humains que j'ai lus, entendus et vus dans les derniers jours. Je comprends qu'il y a 6 500 propriétaires de permis au Québec. Humblement, Monsieur le Président, je pense qu'on a trouvé un équilibre important entre la modernisation des nouvelles technologies et la protection du taxi traditionnel comme on le connaît au Québec. Je l'ai mentionné dans cette Chambre la semaine passée. L'industrie du taxi que j'ai rencontrée le 13 décembre dernier m'a demandé d'apporter dans les lois des changements importants, ce qu'eux souhaitaient. On a répondu à ça. Réduire les charges administratives, réglementaires, financières de l'industrie du taxi, ça voulait dire quoi? Mettre fin à la classe 4C, mettre fin à la plaque T que l'on connaît, qui est 1 000 immédiatement dans leur poche, mettre fin au monopole d'Uber pour la tarification dynamique, mettre fin aux territoires d'agglomération, donc permettre aux taxis d'avoir plus de courses, donc de réduire l'auto-solo. Nécessairement, les chauffeurs de taxi, qui sont à peu près 17 500, Monsieur le Président, n'auront plus à payer une location de permis entre 300 et 600 $ par semaine. Donc, c'est des sommes immédiatement dans leur poche, évaluées entre 15 000 et 30 000 $ par année. Dans ces conditions, je pense qu'on a trouvé encore une fois un équilibre intéressant pour le client avant toute chose, plus de transparence, plus de concurrence. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. On le voit depuis le début, par son attitude, le ministre des Transports fait preuve d'une insensibilité totale par rapport aux milliers de travailleurs du taxi et face au désespoir de ses chauffeurs, il répond par l'intransigeance. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, plutôt, 8 000 chauffeurs, c'est 8 000 fois Mme Nicole Sylvestre, une dame du comté du ministre, qui ne dort plus des nuits depuis que la réforme du taxi a été annoncée. J'aimerais savoir ce que le ministre a à offrir aux 8 000 Mme Sylvestre du Québec qu'il jette à la rue. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, j'ai rencontré l'industrie du taxi voilà 48 heures. On a parlé nécessairement de cas très humains, très sensibles, qu'on a vu à la télévision, qu'on a vu dans les journaux. Et dans ces conditions, j'ai demandé à l'industrie du taxi s'ils souhaitaient travailler avec moi pour les modalités du deuxième versement de 250 millions de $. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit on vous laisse faire ce travail. Je leur ai dit
qu'on allait prioriser ces cas très humains, ces cas de propriétaires de permis qui ont acheté, voilà, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'ont nécessairement pas encore assez amorti ce coût d'achat de permis comparativement à ceux qui l'ont acheté, voilà, 15 ou 20 ans. Dans ces conditions, les modalités ne seront pas les mêmes que ceux qui ont été versés la première fois par le gouvernement libéral. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Hier, la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec a demandé au ministre de ralentir la cadence, de créer une table de concertation nationale afin de réunir tous les intervenants du milieu pour répondre à leurs interrogations. Est-ce que le ministre est prêt à mettre sur pied une telle table de concertation pour entendre les représentants des usagers du transport adapté qui dépendent en grande partie de l'industrie du taxi? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, on a parlé du transport adapté lors de notre rencontre. Je suis très sensible, suite à l'article de ce matin, des 120 000 personnes qui utilisent le transport adapté au Québec. Dans ces conditions, je peux lui dire une chose. Dans cette loi-là, on va s'assurer de servir en bonne et due forme ces personnes qui en ont besoin jour après jour. Donc, au-delà des modalités pour répondre aux cas très humains que vous me mentionnez, de l'autre côté, assurez-vous d'une chose, on va offrir un service adéquat pour les personnes handicapées partout au Québec. Principal, Monsieur le député de Jean-Lesage. Merci, Monsieur le Président. Alors hier, le gouvernement nous disait qu'il reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple québécois. C'est la moindre des choses. Même le précédent premier ministre, là, un vrai capitaine Canada, disait la même affaire. Tout le monde est d'accord. La CAQ se bombe le torse face au Canada, mais dans les faits, il ne se passe rien. Rapport d'impôt unique, Ottawa dit non. Revoir les transferts en santé, Ottawa dit non. La juste part des contrats pour la TV, Ottawa dit non. Et quand le gouvernement dit non, se fait dire non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe absolument rien. Il se passe exactement la même affaire que quand c'était les libéraux. Ils se couchent. Le nationaliste rassembleur de la CAQ, on dirait qu'ils l'ont trouvé sur les tablettes de Jean-Marc Fournier. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer c'est quoi la différence entre un gouvernement libéral à plat ventre et un gouvernement de la CAQ à genoux? Monsieur le... Madame, la ministre de la Justice, Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, je pense que je n'embarquerai pas dans certains éléments de la question de mon collègue. Je vais plutôt vous répondre ceci. Le gouvernement de la CAQ, comme les gouvernements précédents et tous les gouvernements précédents, y incluant les gouvernements du Parti québécois, vont défendre avec acharnement l'autonomie du Québec, Monsieur le Président. Vous comprendrez que présentement, je dois être très prudente dans mes propos parce que le sujet en question est devant la Cour d'appel du Québec et le procureur général du Québec, que je représente, que je suis d'ailleurs, il faut que je m'assume, défend avec acharnement la chose suivante, le droit du Québec d'être maître de son destin et de contrôler ses champs de compétences. Et ça, je peux rassurer ici l'Assemblée nationale que ce sera toujours fait. Ce sera toujours fait avec toute la vigueur que je peux y mettre et on continuera de le faire. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean-Lesage. Il y a beaucoup de blabla par rapport à « on va défendre le Québec tout en se couchant tout le temps ». Maman. Que le député Jean Lesage n'a pas l'expérience de tous les parlementaires ici présents à cette Chambre, mais par contre, il y a une notion de respect dans les propos que l'on tient et j'appelle au décorum de la nature des propos. À la hauteur de la fonction qu'il occupe, du siège qu'il occupe de Jean Lesage, il peut s'élever. Je vous demande également, s'il vous plaît, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. On va se passer de la condescendance du leader du gouvernement envers des députés qui ont été élus le 1er octobre dernier, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais qu'il m'indique où, dans le registre des termes non parlementaires, est le terme blabla. Je pense que l'ensemble des députés dans cette Chambre peuvent avoir du respect l'un envers l'autre. Et je pense que l'amorce de la question du député Jean Lesage relativement aux termes employés, ça lui rend pas justice à la hauteur du travail qu'il souhaite accomplir à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il devrait reviser son vocabulaire. Je demande à tous d'utiliser des termes et de tenir des propos à la hauteur, bien sûr, de notre institution. Soyez-en conscients. Monsieur le député, je vous demande de poursuivre, s'il vous plaît. La conversion du premier ministre au Canada est tellement fervente qu'il est prêt à sacrifier 14 milliards sur 10 ans de transferts en santé.
Quand on connaît les besoins du système partout au Québec et particulièrement en région, c'est un vrai scandale. Jusqu'où ira l'amour que le gouvernement porte au Canada? Ira-t-il jusqu'à priver son propre peuple des soins dont il a besoin? Monsieur le ministre des Finances. Nous avons des revendications légitimes quant aux transferts en santé. Ils sont détaillés dans le budget, sont très précis. Et oui, nous aimerions que le gouvernement fédéral augmente ses transferts en santé. C'est une revendication historique. On aimerait qu'elle revienne à 25 de toutes les dépenses totales en santé du Québec. Par contre, avant de tout dénigrer du gouvernement fédéral, j'aimerais souligner que les transferts fédéraux ont augmenté 2 fois plus rapidement que les revenus autonomes au cours du mandat du précédent gouvernement. Alors, il faut regarder l'ensemble des transferts fédéraux quand on analyse notre relation avec le gouvernement fédéral. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Les représentants du gouvernement, quand ils remercient Ottawa de nous donner des miettes, puis les miettes, je parle de l'argent que nous, on leur envoie, je pense qu'ils nous humilient collectivement. 14 milliards en santé, c'est non. La DEVI, c'est non. Le rapport d'impôt unique, c'est non. Ils osent prétendre qu'on n'a pas le droit de décider de notre avenir. Est-ce que le gouvernement peut me nommer un seul avantage pour le peuple du Québec de rester dans le Canada? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement est présentement en négociation sur plusieurs fronts avec le gouvernement fédéral. Nous sommes fermes dans nos positions. D'ailleurs, je voudrais parler du 15 millions de transferts pour la sécheresse des agriculteurs que nous avons obtenu dernièrement, qui n'est pas une mince victoire. On a toujours affirmé que notre position était nationaliste, que nous allions travailler avec les outils que nous avions, mais nous sommes fermes sur nos positions, Monsieur le Président. Nous allons continuer de l'être. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce matin, le ministre responsable de l'Inclusion a déposé un projet de loi qui confirme les craintes de plusieurs. Le projet de loi va à l'encontre de nos 2 chartes des droits et libertés. Pour empêcher tout risque de contestation judiciaire, le projet de loi comporte, et on vient de le voir ce matin, des dispositions visant à annuler la protection des droits et libertés, d'où la présence des 2 clauses dérogatoires. Le projet de loi confirme tout ce que l'on entend depuis les derniers jours, Monsieur le Président. Dans un article de la presse du 20 mars dernier, nous avons appris que les avocats du gouvernement sont défavorables au projet de loi. Nous pouvons y lire que le projet de loi est déposé, je cite, « en dépit de l'opposition très ferme de tous les spécialistes du ministère de la Justice ». Fin de la citation. Au siège social du ministère de la Justice, je cite toujours, « vous ne trouverez pas un seul avocat qui approuve le projet de loi ». Pourquoi la ministre de la Justice a-t-elle permis le dépôt du projet de loi sans assise juridique? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir déposé le projet de loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Parce que collectivement, la société québécoise, nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix aujourd'hui d'inscrire dans nos lois et dans la Charte des droits et libertés de la personne le principe de laïcité de l'État. Durant 10 ans, plus de 10 ans, il y a eu de nombreux débats relativement au port de signes religieux, relativement à la laïcité de l'État. Le gouvernement auquel a appartenu le député de La Fontaine a refusé d'agir. Nous avons pris l'engagement devant les Québécois de s'assurer que les personnes en situation d'autorité, les juges, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs, ne portent pas de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions, incluant les enseignants. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous avons déposé un projet de loi qui respecte les engagements que le gouvernement de la CAQ a pris en campagne électorale. Alors, j'invite le collègue de La Fontaine et sa formation politique à écouter la nation québécoise qui souhaite qu'au Québec, on établisse un cadre clair sur la façon dont la laïcité de l'État s'exerce. C'est ce que nous faisons et je sollicite son appui. Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, tout le monde a compris que je ne suis pas au même niveau de discussion. J'en appelle à la ministre de la Justice, qui est présidente du comité de législation. À ce comité, les conséquences de tout projet de loi sur le plan juridique est au cœur des débats. C'est là où j'en suis. Le 21 mars, Marco Belair-Cirino du Devoir a écrit que le ministre de l'Inclusion s'est réservé, je cite, « le droit de faire fi de l'opinion des juristes de l'État ». C'est là où j'en suis. 26 mars, la presse
Tous les spécialistes du ministère de la Justice, les avocats du gouvernement sont défavorables au projet de loi. À la ministre de la Justice, comment a-t-elle pu permettre le dépôt de ce projet? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il appartient ici aux députés en cette Chambre, à titre de représentants élus de la population, de faire en sorte que le choix de la laïcité de l'État s'exprime par le choix du Parlement. Aujourd'hui, ce que nous avons fait en déposant le projet de loi, c'est que nous respectons le principe de souveraineté parlementaire et que c'est aux élus à choisir de quelle façon la société québécoise s'organisera dans les rapports entre les religions et l'État. Nous établissons une frontière très claire entre l'État et les religions en inscrivant le principe de laïcité de l'État pour la toute première fois dans nos lois, et j'en suis très fier, et en interdisant les signes religieux pour certaines personnes en situation de complémentaire, Monsieur les députés de La Fontaine. Dernière tentative, Monsieur le Président, j'aimerais entendre la voix de la ministre de la Justice. Le 26 mars, le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a lancé à la ministre de la Justice, et je cite, « un appel à la raison ». La ministre, elle est la première conseillère juridique du gouvernement. Là, à mes questions, il y a un silence. Est-ce que c'était le même silence, Monsieur le Président, à l'interne, lorsque a été débattu cet important point? Pourquoi la ministre n'a-t-elle pas soutenu, appuyé ses juristes? Pourquoi elle n'a-t-elle pas mené le combat? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce que le collègue de La Fontaine nous invite à faire, c'est de ne pas légiférer sur ce sujet-là, fort important et fort cher aux Québécois. Leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je sais que c'est pas évident parce que le collègue est à la fois ministre et leader de ce gouvernement. Il ne peut pas se comporter puis se répondre à lui-même, là, mais il y a une situation très claire, vous connaissez le règlement. On ne peut pas susciter les débats et on doit répondre au moins et en partie à la question, et c'est pas ce qu'il fait. Alors, peut-il se dire à lui-même, répondant en question, s'il te plaît? S'il vous plaît. Monsieur le ministre, je vous invite à... Il devrait se rappeler de sa position. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, je vous invite à poursuivre votre réponse. S'il vous plaît, votre attention, tout le monde. Monsieur le Président, je réponds à la question. J'entends bien le leader de l'opposition officielle. D'ailleurs, je sais que, tout comme moi, il est d'accord avec ce que nous proposons dans le projet de loi. Ben oui. Il l'a dit. À l'époque où il était leader de l'opposition officielle pour l'ADQ, il souhaitait qu'on interdise le port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité. Il souhaite... OK, s'il vous plaît. Vous le savez, le principe est simple. Une seule personne a droit de parole. Il est intéressant de pouvoir réentendre et écouter en collaboration et en silence, s'il vous plaît. Complétez votre réponse, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, il souhaite, tout comme moi, qu'on inscrive la laïcité de l'État dans nos lois. C'est un principe fondamental, c'est une valeur fondamentale de la société québécoise. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec agit. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec tient ses engagements. J'espère que vous allez nous appuyer. Question principale, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans Duplessis, on retrouve la base Côte-Nord. Celle-ci n'est pas reliée au reste du Québec par un lien routier. On est en 2019. Les gens de la Côte-Nord ont une priorité, c'est le parachèvement de la route 138. Nous nous sommes entendus sous le précédent gouvernement, après avoir plaidé, après avoir fait beaucoup de représentations, pour avoir un 232 millions au budget l'an dernier. Cette somme n'y est pas cette année. Ce matin, le ministre des Transports a rencontré les élus de la Côte-Nord, les chefs autochtones, et tous les gens de la Côte-Nord sont venus lui dire « c'est une priorité, c'est urgent, il faut qu'il y ait des sommes, il faut qu'il y ait un plan de match ». Moi, Monsieur le Président, ce que je veux savoir du ministre, quel engagement clair vous pouvez donner aux gens de la Côte-Nord, un échéancier et l'argent qui s'y rattache. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, j'ai rencontré ce matin avec mon collègue des Ressources naturelles et la députée de Duplessis les intervenants de la Côte-Nord. J'ai visité plus d'une fois les gens de la Côte-Nord, de Sept-Îles, Bécomo, la base Côte-Nord. Je comprends jusqu'à quel point le prolongement de la 138 est un engagement qu'eux souhaitent de la part du gouvernement de l'époque, de notre gouvernement. Je leur ai dit jusqu'à quel point c'est important pour nous. Maintenant, il y a des questions importantes, des priorités importantes, à savoir l'engagement financier. Il y a 2 secteurs qu'on va prioriser dans les prochaines années. C'est Kayegaska-la-Romaine et Tête-à-la-Baleine et la Tabatière. Vous le savez, il y a une somme importante, des sommes importantes qui sont dédiées pour ces 2 tronçons. 94 millions de dollars aussi que nous attendons du fédéral pour compléter le financement de ces 2 premiers tronçons. De l'autre côté, j'en conviens que pour eux, je leur ai dit ce matin de nous donner le temps de faire le travail en bonne et due forme pour être capable de leur cibler un échéancier et des coûts reliés au prolongement de la 138.
Première complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Transports, il est bien attentionné. Moi, je vais m'adresser au président du Conseil du Trésor, celui qui a injecté 15 milliards de plus dans le PQI. Sait-il qu'il y a des gens en Basse-Côte, des villages, qui sont isolés, qui ne sont pas reliés entre eux? Sait-il que les gens de la Basse-Côte-Nord, c'est pas juste un point sur une carte au Québec? Donc, Monsieur le Président, je demande au président du Conseil du Trésor, est-il prêt à débloquer de l'argent, pas dans 10 ans, de l'argent avec un plan pour qu'on ait enfin une 138? Président du Conseil du Trésor. Avec plaisir. Alors, je remercie beaucoup la question de la députée. Merci. Je vous donnerai, à titre d'information, dans le plan québécois des infrastructures que nous avons déposé la semaine dernière, puis je peux vous donner la page B36. Donc, les 3 projets qui se rapportent à la Côte-Nord, qui ont été mis à l'étude de l'an dernier, qui sont encore cette année, ont, entre autres, aux 2 extrémités de la 138, comme vous savez, nous avons indiqué que nous étions plus qu'intéressés à pousser ces projets-là, mais que nous attendions une subvention du fédéral de l'ordre de 102 millions, comme mon collègue des Transports le connaît. Puis je peux vous assurer que nous allons continuer à travailler diligemment. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Cette fois-ci, je vais m'adresser au premier ministre. Moi, je vais en profiter pour saluer les élus de la Côte-Nord, les chefs autochtones, fait plusieurs délégations qu'il fait en Québec. Vous savez, le premier ministre a dit souvent que les régions, c'était important pour lui. L'économie, c'est important pour le premier ministre. Ma région a besoin du prolongement de la 138. Monsieur le premier ministre, pouvez-vous vous engager auprès des élus, des chefs autochtones, pour qu'on puisse aller de l'avant avec le développement économique de notre région par le prolongement de la 138? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le prolongement de la 138 est un dossier extrêmement important. Comme l'a mentionné mon collègue du Trésor, ces 2 projets sont passés de l'étude à la planification. C'est des sommes importantes de 232 millions de dollars. Je comprends que pour eux, ils voudraient qu'on annonce immédiatement le coût total du prolongement sur la base Côte-Nord. C'est impossible de le faire à court terme. Maintenant, on priorise 2 secteurs, qui est Gascala-Romaine et Tête-à-la-Baleine à la Tabatière. On va y aller en bonne et due forme et faire le travail de bonne façon pour être capable de vous annoncer en temps et lieu les coûts et les échéanciers. Principal, Madame la députée de Vaudreuil. Merci, Monsieur le Président. Le pont de l'île aux Tourtes, qui est le petit frère du pont Champlain, est en fin de vie et doit être reconstruit. C'est 83 000 automobilistes par jour qui utilisent le pont, un lien vers Montréal. C'est 53 % de la population de Vaudreuil-Soulanges qui travaille à Montréal, soit un citoyen sur 2. Le REM pour nos citoyens, c'est l'amélioration de leur qualité de vie en passant moins de temps en voiture, plus de temps en famille. Le gouvernement a annoncé un nouveau pont, et ce, sans prévoir une voie réservée pour le REM. Le nouveau pont de l'île aux Tourtes, c'est une occasion en or de coordonner le pont pour recevoir le REM et de mettre de l'avant une vision cohérente et ambitieuse pour le transport collectif dans la région de Vaudreuil-Soulanges. La ministre déléguée au transport est-elle consciente que si elle ne prévoit pas le coût pour le REM sur le pont de l'île aux Tourtes, elle va essentiellement disqualifier les 150 000 habitants de Vaudreuil et Soulanges pour l'extension du REM dans le futur? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, je remercie la députée de Vaudreuil pour cette question. Nous avons eu l'occasion, lors de l'annonce de la reconstruction du pont de l'île aux Tourtes, de préciser aux gens qui étaient présents, et j'ai rencontré des élus à cet effet, que dans la conception du pont de l'île aux Tourtes, on prévoyait la possibilité d'un transport collectif lourd. Est-ce que ce sera le REM? Est-ce que ce sera une technologie associée? C'est ce qu'on verra. Mais le pont est conçu pour recevoir une technologie permettant le transport collectif lourd. D'ici là, il est clair qu'on veut que les gens de la région de Vaudreuil puissent se déplacer en transport collectif et puissent se rendre à la station du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue. On ne veut pas que les voitures se rendent au REM, on veut que ce soit les gens qui se rendent au REM. Alors, il est prévu d'avoir sur ce nouveau pont, d'ailleurs, des voies réservées pour les autobus. En terminant. Alors, en terminant, Monsieur le Président, l'ensemble, il est prévu... Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil.
La question aujourd'hui, c'est la vision de la ministre déléguée ou l'incompréhension quant à la conception du transport en commun à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, qui est pourtant comparable à l'est de Montréal, soit son comté. Actuellement, la dernière station prévue du REM draine 29 000 personnes dans l'ouest. Seulement 5 km plus loin, le bassin Vaudreuil-Soulanges compte 150 000 personnes. Plus de la moitié travaillent à Montréal. Est-ce que la ministre peut nous indiquer si, dans sa vision, Vaudreuil-Soulanges devrait être, oui ou non, desservi par le REM? Madame la ministre déléguée au transport. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous travaillons extrêmement fort pour s'assurer que la région métropolitaine soit dotée d'infrastructures de mobilité, de transport collectif très efficaces. Et ce que nous prévoyons, c'est de devenir un modèle. À l'heure actuelle, c'est l'immobilité dans la région métropolitaine et nous travaillons très fort pour s'assurer d'avoir une planification régionale qui va répondre à l'ensemble des besoins de la population de la région métropolitaine qui représente, Monsieur le Président, la moitié de la population du Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Merci, Monsieur le Président. Moi, je veux entendre la ministre sur Vaudreuil et non pas sur la région métropolitaine. Lors de l'annonce de la reconstruction du pont de l'île aux Tourtes, la ministre déléguée au transport indique ne pas avoir prévu de voies réservées pour accueillir le REM. Est-ce que la ministre déléguée au transport va éviter les dépenses inutiles comme construire l'équivalent du même pont et plutôt l'adapter en conséquence des besoins des citoyens de Vaudreuil et Soulanges en y incluant une voie réservée pour le REM? Madame la ministre déléguée au transport. Alors, lors de l'annonce de la reconstruction du pont de l'île aux Tourtes, il a été bien mentionné, Monsieur le Président, qu'il y avait des voies réservées pour les autobus pour permettre aux gens de la région de Vaudreuil de pouvoir se déplacer en transport collectif pour se rendre au REM. J'aimerais préciser aussi, Monsieur le Président, lorsque nous sommes arrivés en poste, les mesures d'atténuation que nous avons annoncées dernièrement n'avaient pas été mise en place, c'était le vide total. Alors, depuis que nous sommes en place, nous créons des mesures d'atténuation, 192 millions pour ces mesures, pour s'assurer, Monsieur le Président, que les gens puissent se déplacer adéquatement dans la région métropolitaine. Collaboration, s'il vous plaît. Toujours attentif aux questions et réponses. La parole appartient maintenant uniquement au député de Viault. Merci, Monsieur le Président. Hier, la sortie du rapport du coroner concernant le décès tragique de la jeune Athéna Gervais nous a tous ébranlés. Je rappelle rapidement les faits. Le 1er mars 2018, Athéna Gervais, alors âgée de 14 ans, est accidentellement décédée après avoir consommé au moins une canette de Fuck Top, une boisson sucrée à forte teneur en alcool. Dans la foulée des événements, le gouvernement du Québec, le 13 mars 2018, annonçait qu'il retirerait des épiceries et des dépanneurs les boissons sucrées à forte teneur en alcool et qu'il limiterait à 7 % le taux d'alcool des produits pouvant y être vendus. Un premier pas qui avait été bien accueilli. Ceci dit, le rapport du coroner d'hier nous indique qu'il faut poursuivre les efforts. Devant ces faits, nous croyons que nous devons aller plus loin. La santé et la sécurité de nos jeunes doivent être une priorité pour l'ensemble des parlementaires. Monsieur le Président, ma question est fort simple. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à mettre en place rapidement des mesures afin que nos jeunes soient mieux protégés face à ces boissons? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le collègue de Viault pour la question qui est très pertinente dans les circonstances et j'ai bien sûr, moi aussi, pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport du coroner qui a été déposé dans les derniers jours, essentiellement des recommandations aussi qui ont été faites par le coroner, Maître Larocque, et je vais profiter de l'occasion pour évidemment témoigner toute la sympathie de notre gouvernement à l'endroit notamment des parents de la jeune Athéna Gervais. Ce n'est jamais évident de composer avec, évidemment, le décès de quelqu'un et avec la réception d'un rapport du coroner qui nous prouve que des actions pourraient effectivement être posées pour éviter des décès semblables dans notre société. Et, Monsieur le Président, le fait est que les recommandations du coroner s'adressent entièrement au gouvernement fédéral, de qui relève une bonne partie des responsabilités et des pouvoirs d'agir dans ce genre de situation. Et je veux assurer le collègue de Viault, de même que tous les gens qui nous écoutent ce matin, que nous aurons effectivement des discussions sérieuses avec nos vis-à-vis fédéraux pour pouvoir resserrer au maximum l'encadrement de ces boissons alcoolisées, pour limiter au maximum l'accès et l'attractivité de ces boissons qui sont très populaires, malheureusement, chez nos jeunes. En ce qui concerne notre responsabilité ici, on travaille très fort avec la RACJ pour faire de même à notre niveau, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Viault. Monsieur le Président, le gouvernement peut agir. On parle ici de santé, de sécurité de nos jeunes.
et le gouvernement doit agir, et maintenant. Nous devons mieux éduquer nos jeunes spécifiquement sur les dangers de ces boissons. La période, par exemple, des balles de finissant arrive à grands pas. Nous pouvons agir rapidement pour que cette période se passe bien. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à mettre en place une campagne de sensibilisation spécifique sur cet enjeu? Madame la ministre de la Sécurité publique. Bien, Monsieur le Président, je vais rappeler une bonne action du précédent gouvernement libéral qui a fait adopter une loi qui interdit la vente de mélange à la bière de plus de 7 % dans les dépanneurs, dans les épiceries. Et la SAQ aussi, pour des raisons de santé publique, ne vend plus ces boissons alcoolisées. Alors, je veux saluer l'action du précédent gouvernement. Nous poursuivons les efforts. Il faut dire que depuis l'adoption de cette loi, il y a un comité qui a été mis en place par la Régie de l'alcool, des courses et des jeux, un comité qui réunit tous les intervenants concernés, notamment Éducalcool, et qui va nous arriver très bientôt avec des recommandations, avec un rapport pour pouvoir resserrer encore davantage tout ce qui concerne l'accès et l'attractivité des boissons de cette nature pour nos jeunes. Monsieur le Président, nous prenons la chose très au sérieux, tout ce qui concerne nos jeunes et la santé publique en général, et dans nos priorités, Monsieur le Président. Fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.